Après le divorce, mon mari m'a mise à la porte sans un seul centime, ni le moindre bien. Puis, dans le désespoir, j'ai pris les dernières économies qui me restaient, celles que mon père m'avait données quand j'étais enfant. Mais soudain, un employé de banque, paniqué, a dit « Madame, vite, regardez ça !» J'étais sous le choc, et il s'est avéré que cette histoire était fondée sur des faits réels. Mes amis, écrivez de quelle ville vous êtes et quel âge vous avez. C'est très intéressant de savoir qui nous regarde. Bonne écoute. Valérie avait travaillé sans relâche pendant 5 années d'affilée, jusqu'à l'épuisement, restant au bureau tard le soir pour faire décoller l'entreprise commune qu'elle avait avec Mathias. Et à peine les projets réunis avaient-ils enfin atteint un niveau sérieux, à peine l'argent avait-il commencé à affluer non plus en mince filet, mais en un flux assuré, que son mari la trahit, s'appropria tout et la chassa de sa vie sans même se retourner. Il ne se doutait pourtant pas que son père défunt, de son vivant, avait déjà discerné en lui ce penchant rusé et, sans laisser à sa fille des économies visibles, lui avait légué une toute autre arme, cachée, dont Mathias ne soupçonnait encore rien. Au mur du bureau des projets communs, dans le quartier d'affaires de Bruxelles, une simple horloge murale faisait entendre son tic-tac discret. Les aiguilles glissaient vers la fin de la soirée. Il était déjà près de 23 heures, et dans le grand open space, les lumières étaient éteintes depuis longtemps. Seul le bureau de Valérie était éclairé par une lampe de table. Sous celle-ci, s'empilaient des piles de rapports papier, et un peu à l'écart, refroidissait un café soluble oublié depuis l'après-midi, auquel elle n'avait jamais trouvé le temps de toucher. Valérie, dans son écharpe simple dont elle se couvrait toujours le soir lorsqu'elle faisait des heures supplémentaires, se massait les tempes du bout des doigts, épuisée. Sa tête la lançait et pulsait, et dans cette lourdeur semblaient résonner les mêmes mots. 5 ans. 5 longues années. Elle et son mari Mathias avaient littéralement bâti cette entreprise à partir de rien. Autrefois, tout avait commencé dans le garage exigu d'un parent éloigné, où régnait l'humidité et l'odeur d'huile de moteur. Et maintenant, ils occupaient plusieurs étages entiers dans un centre d'affaires moderne. Verre, métal, réception, sécurité, tout comme chez les vrais. Valérie esquissa malgré elle un sourire en coin, en se rappelant ce qu'ils avaient traversé. Leur mariage avait débuté dans l'amour et d'immenses projets communs. Mathias savait parler avec élégance, savait charmer les gens. Il trouvait facilement un terrain d'entente avec les clients et les partenaires potentiels, se montrait sûr de lui lors des négociations. Et elle était le soutien invisible, ce fondement silencieux sur lequel reposait toute leur entreprise. Durant les premières années, tandis que Mathias enchaînait les rendez-vous, dessinait des concepts et se donnait des airs de grand entrepreneur, Valérie travaillait en réalité pour 3. Du matin jusqu'à tard dans la journée, elle occupait un poste ordinaire d'assistante de bureau dans une autre société. Et l'intégralité de son salaire, sans rien garder, elle la rapportait à la maison pour la verser dans la caisse commune, afin de couvrir les dépenses des projets réunis, le loyer, les communications, les impôts, les petits achats. Le soir, elle ne rentrait pas se reposer comme les autres femmes, mais filait vers son quartier résidentiel, où l'attendaient ses élèves, des adolescents à qui elle donnait des cours particuliers de mathématiques. L'argent de ces leçons servait à rembourser leur première vieille voiture, pour que Mathias puisse sillonner Bruxelles, rencontrer des clients et paraître plus respectable. La nuit, lorsque Mathias, épuisé, dormait déjà et n'entendait même plus grincer la chaise d'ordinateur, Valérie restait assise devant son antique machine domestique, bruyante et à bout de souffle. Elle gérait une petite boutique de vêtements en ligne, mettant de côté, euro après euro, un fonds de réserve pour leur entreprise commune, en prévision des jours difficiles. Elle ne se plaignait pas, ne se lamentait pas auprès de ses amis et ne faisait pas de scène. Pour elle, la plus belle récompense était de voir Mathias rentrer d'une nouvelle réunion avec un sourire satisfait, lui tapoter l'épaule et dire qu'ils avaient bien travaillé. Et elle, en rinçant des tasses de thé, pensait que tout cela en valait la peine. Elle portait les mêmes vêtements d'une saison à l'autre, serrait la ceinture et, durant les dernières semaines avant la paix, survivait souvent à base de nouilles instantanées bon marché. Elle repoussait la discussion sur les enfants, se convainquant que,
Encore un peu, juste un peu, l'entreprise se renforcerait et qu'ils pourraient alors vivre sereinement. Tout pour les projets communs, tout pour leur avenir à deux. Mathias aimait lui répéter en la regardant droit dans les yeux. « Tiens bon, ma chérie, bientôt on va percer en grand. Tu vivras comme une reine, tu arrêteras de travailler, tu profiteras seulement des fruits. » Et Valérie y croyait, parce qu'elle voulait tellement y croire. Et ce soir-là, il semblait que ses promesses commençaient enfin à se réaliser. Leur société venait de remporter un appel d'offres majeur auprès d'une grande corporation. Et les sommes qui devaient arriver dès le mois suivant dépassaient le chiffre d'affaires cumulé des dernières années. C'était un véritable tournant, le sommet vers lequel ils avaient marché tout ce temps. Ce même jour marquait aussi leur 5e anniversaire de mariage. En principe, il aurait fallu célébrer, mais Mathias, sans la moindre gêne, avait dit le matin qu'il avait soi-disant une réunion importante avec un nouveau client en dehors de la ville. Une discussion sérieuse, tardive, qu'elle ne l'attende pas et qu'elle se couche. Et Valérie avait acquiescé comme d'habitude, comprenant que le travail passait avant tout. Mais lorsque la victoire à l'appel d'offres fut officiellement confirmée, tout se retourna en elle. Elle eut envie, pour une fois, de faire quelque chose pour elle, pour eux deux, et décida de préparer une surprise à son mari. En quittant le bureau, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se perdit pas dans les rapports, ne resta pas faire des heures supplémentaires. Elle empila rapidement les documents en piles soignées, éteignit l'ordinateur, enfila son manteau et se rendit à sa petite pâtisserie préférée près de chez eux. Là, elle commanda un petit gâteau au chocolat. Elle demanda qu'on le décore d'une inscription soignée, du genre « Joyeux 5e anniversaire à nos projets communs », observa le pâtissier tracer les lettres à la crème et sentit une douce chaleur l'envahir. Elle imaginait que Mathias serait fatigué, bien sûr, mais touché par ce simple geste familial. Sa voiture entra dans le garage de leur maison de banlieue. Ils avaient acheté cette maison quelques années plus tôt, et pour Valérie, c'était une récompense tangible de leur travail. Une façade en briques, un jardin soigné, une lumière chaude aux fenêtres, tout cela semblait prouver que les crédits lourds, les économies et les nuits blanches n'avaient pas été vains. La maison avait été enregistrée au nom de l'entreprise. Mathias avait insisté, expliquant que c'était plus avantageux fiscalement et que de toute façon, c'était leur bien commun. Valérie comprenait peu ces montages, mais faisait entièrement confiance à son mari. Il ne lui était même jamais venu à l'esprit de vérifier les documents. Elle trouva étrange que la voiture de Mathias soit déjà au garage. Il avait pourtant dit qu'il serait absent tard dans la nuit. Elle pensa d'abord que la réunion avait été annulée ou écourtée, et s'en réjouit même, se disant que la surprise n'en serait que meilleure. La cour était silencieuse, la lumière du salon éteinte, seule une lueur chaude filtrait quelque part à l'étage. Elle entra dans la cuisine pour déposer son sac et le gâteau, mais en passant près de l'escalier, elle s'arrêta. Des voix descendèrent d'en haut, des rires, non pas une conversation téléphonique étouffée, mais le rire léger et détendu de deux personnes. Elle reconnut la voix de son mari, et la seconde, celle d'une jeune femme, la fit comprendre immédiatement de qui il s'agissait. Larissa, la nouvelle secrétaire de Mathias, qui ne travaillait au bureau que depuis quelques mois. Lors des réunions, Larissa était toujours trop voyante, trop parfumée et trop familière avec son patron. Mais Valérie chassait ses pensées, refusant de devenir une épouse soupçonneuse. Son cœur se mit à battre plus vite, sa gorge se dessécha. Elle se força à penser positivement. Peut-être parlait-il d'un projet urgent. Peut-être Larissa avait-elle apporté des documents à signer. Pas à pas, les jambes de plus en plus lourdes, elle monta l'escalier. La porte de la chambre était entr'ouverte, et de l'interstice s'échappait un parfum étranger, entêtant, de parfum coûteux, le même qui, ces derniers mois, flottait sans cesse autour du bureau de Larissa. Et aussitôt résonnèrent des mots qui glacèrent Valérie de l'intérieur. Larissa murmurait d'une voix caressante. « Tu es incroyable, Mathias. On a enfin décroché ce gros appel d'offres. Maintenant, on va vraiment vivre. » Et Mathias, riant paresseusement, répondait qu'il était fatigué de faire semblant devant Valérie. Qu'elle travaillait comme une bête de somme, portait toujours la même robe avec son écharpe toute simple, et croyait naïvement que l'entreprise avait grandi toute seule, sans ses décisions géniales.
Puis Larissa se montra encore plus audacieuse et, d'une voix mielleuse, demanda quand il divorcerait enfin. Elle avoua qu'elle ne voulait plus se cacher et rêvait de devenir la maîtresse de cette maison. Mathias, sur le même ton, répondit qu'il fallait encore un peu de patience, que tout était presque prêt, que Valérie était naïve à en rire. Elle gagnait elle-même l'argent pour eux, portait tout le poids de ce business, et eux ne faisaient que profiter du résultat. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment. Les jambes de Valérie fléchirent. La boîte du gâteau qu'elle serrait contre elle devint soudain insupportablement lourde. Le monde se réduisit à cette voix derrière la porte, à cette odeur de parfum et au battement affolé de son propre cœur. Mais elle poussa quand même la porte plus largement et entra. Ce qu'elle vit était à la fois si banal et si dévastateur qu'il devint aussitôt évident qu'il n'y avait pas de retour possible. Mathias et Larissa, dans une posture ne laissant aucune place aux excuses, se retournèrent. Les yeux de Mathias s'écarquillèrent de surprise. Larissa poussa un petit cri et se recroquevilla en tirant la couverture sur elle. Mais pour Valérie, toute cette agitation semblait se dérouler derrière une vitre. Elle ne voyait que le visage de son mari, l'homme pour qui elle avait sacrifié sa santé, ses projets, son repos, et dans son regard, il n'y avait pas la moindre trace de honte. La boîte du gâteau lui glissa des mains, l'emballage s'ouvrit, et le glaçage au chocolat soigneusement décoré se répandit sur le sol froid et brillant, juste aux pieds de Mathias. Un air lourd et poisseux envahit la pièce. On n'entendait que la respiration rapide et saccadée de Valérie, qui retenait de toutes ses forces ses larmes et la colère qui montait en elle. Ce ne fut pas l'homme pétrifié par la honte qui rompit le silence, mais le mari fatigué et agacé. Il soupira lourdement et demanda pourquoi elle était rentrée si tôt. N'aurait-elle pas dû rester au bureau et encore tirer sur les heures supplémentaires, comme s'il lui reprochait d'être apparue sans permission? Valérie le regardait, incrédule, repassant mentalement ces heures supplémentaires pour lesquelles il ne l'avait jamais vraiment remercié. D'une voix basse mais ferme, elle dit que pendant 5 ans, sans week-end ni vacances, elle avait vécu pour cette entreprise, pour lui, et qu'en retour, elle trouvait une maîtresse dans leur lit conjugal, dans la maison qu'elle avait elle-même aidé à payer. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Mathias se leva lentement du lit, sans la moindre gêne face à sa nudité, enfila tranquillement un peignoir. Et derrière lui, Larissa souriait déjà avec suffisance, en rajustant légèrement sa coiffure et regardant Valérie avec un mépris ouvert, ne fit qu'attiser le feu. Elle déclara que Valérie avait choisi elle-même le rôle de l'épouse commode, qui travaille comme un cheval épuisé, s'habille négligemment et ne prend pas soin d'elle. Elle l'accusa de ne pas comprendre qu'un homme à succès a besoin d'une compagne brillante et soignée, pas d'une femme laissée à l'abandon. Valérie craqua. Elle s'élança brusquement en avant, la main se leva d'elle-même pour gifler Larissa, mais Mathias la saisit brutalement, lui broya le poignet si fort qu'elle cria de douleur. Il siffla qu'elle n'ose pas toucher Larissa et ajouta que sa maîtresse avait raison. Il en avait assez de Valérie, de sa fatigue constante et de ses écharpes simples. Elle resta là, abasourdie, essayant de comprendre à quel moment ce mari chaleureux et attentif, qui l'enlaçait lorsqu'elle tombait d'épuisement, s'était transformé en cet homme froid et étranger. Et elle demanda doucement ce qu'elle avait fait de mal. Mathias lâcha son poignet, s'approcha du bureau dans un coin de la chambre, ouvrit un tiroir, en sortit un dossier épais et le jeta sur le lit devant Valérie. D'un ton calme et professionnel, il dit qu'il divorçait, que tout était déjà réglé, qu'il ne lui restait plus qu'à signer, comme s'il s'agissait d'un contrat ordinaire. Valérie secoua la tête en signe de refus, répétant qu'elle ne voulait pas divorcer, que l'entreprise était à eux deux, qu'ils l'avaient construite ensemble. En réponse, elle entendit un rire étranger et glaçant qu'elle ne lui connaissait pas. Mathias, ricanant, demanda si elle était vraiment sûre que la société leur appartenait à tous les deux. Il ouvrit un autre dossier, en sortit une feuille et pointa du doigt l'endroit à lire attentivement. À travers le voile trouble de ses larmes, elle reconnut les lignes familières des statuts, mais plus loin figurait un document supplémentaire stipulant qu'elle avait prétendument renoncé volontairement à sa part et l'avait entièrement cédée à son mari. En bas se trouvait sa signature. Un frisson glacé lui parcourut le dos.
Elle ne se souvenait pas d'avoir accepté cela, ni d'avoir signé quoi que ce soit. Déconcertée, elle murmura qu'elle n'avait aucun souvenir de ces papiers. Et alors Mathias, sur le même ton, presque moqueur, lui rappela comment, quelques années plus tôt, lorsqu'ils établissaient de nouvelles autorisations et déclarations, il avait discrètement glissé cette feuille dans la pile de documents fiscaux qu'elle signait la nuit, à peine debout de fatigue, sans lire, parce qu'elle lui faisait confiance de manière presque inconsidérée. Le cœur de Valérie sembla s'arrêter. Il apparut que la trahison allait bien plus loin qu'une maîtresse dans leur lit. Pendant tout ce temps, durant plusieurs années, elle s'était épuisée pour une entreprise qui, juridiquement, ne lui appartenait déjà plus depuis longtemps. Et lorsqu'elle demanda doucement si les projets communs lui appartenaient désormais entièrement, Mathias hocha la tête avec satisfaction et ajouta que la maison où il se trouvait à cet instant était elle aussi enregistrée au nom de la société et lui appartenait donc à lui et non à elle. Larissa s'approcha, jaugea Valérie de la tête aux pieds et, les lèvres pincées dans un rictus de mépris, déclara qu'elle avait tout entendu, qu'elle n'avait plus qu'à prendre ses misérables chiffons et dégager. Elle la traita de mendiante, d'intruse dans cette maison. Valérie regarda une dernière fois son mari, tentant de saisir au moins un reflet de l'ancienne douceur, la moindre parcelle de pitié, mais ne vit que du froid et de l'impatience. Il lui ordonna de partir, de prendre ses affaires inutiles et de disparaître. Il dit qu'il ne voulait plus jamais la voir, et dans ses mots, il n'y avait pas la moindre hésitation. Elle tenta de protester, rappela qu'il était tard dans la nuit et qu'elle n'avait même nulle part où aller. Mais Mathias répondit avec indifférence que ce n'était plus son problème. Il la poussa rudement vers la porte et Valérie, trébuchant, sortit de la chambre. Il la traîna dans l'escalier comme une étrangère, comme quelqu'un de superflu. Et Larissa, n'oubliant pas un dernier détail, prit son sac de travail dans la cuisine et, avec un rire rauque, le jeta sur le sol du perron en lui ordonnant de partir. Au moment où la porte s'ouvrit, le ciel sembla se déchirer. Une pluie lourde et violente s'abattit, comme si la météo elle-même répondait à son malheur. Mathias la poussa dehors pieds nus, dans les vêtements de travail avec lesquels elle était partie le matin pour une réunion, et claqua la porte. Tremblante, Valérie frappa à la porte à coups de poing, supplia qu'on ne fasse pas ça, mais la seule réponse fut le claquement sec de la serrure. La lumière du perron s'éteignit, la maison s'enfonça dans l'obscurité, et elle resta seule, trempée, sans chaussures, sans affaires, sur le perron de sa propre maison, celle dont elle avait autrefois rêvé et qu'elle avait bâtie par son travail. On l'en avait chassée comme un animal inutile, et une seule pensée résonnait dans sa tête. Tout est détruit. La pluie fouettait son visage avec une telle force qu'au bout d'un moment, il devint indifférent de savoir si elle était trempée jusqu'aux os ou non. Où était la frontière entre la pluie et les larmes? Valérie resta encore un moment, obstinée, à fixer la porte close. Puis ses doigts s'engourdirent, le froid s'infiltra sous le tissu, et reniflant, elle tâtonna pour attraper son sac, le ramassa du perron et se traîna vers le portail, sans vraiment savoir où elle allait. Ses pas la conduisirent d'eux-mêmes dans une rue nocturne déserte, où les rares lampadaires se brouillaient derrière un rideau d'eau. Elle avançait la tête baissée, ses pieds nus glissaient sans cesse sur l'asphalte mouillé. De rares voitures passaient en trombe, quelqu'un klaxonnait, quelqu'un peut-être se retournait, mais personne ne s'arrêta. Elle ne demandait rien, elle marchait simplement, jusqu'à apercevoir devant elle l'abri familier d'un arrêt de bus, celui-là même où chaque matin elle se tenait en hâte en allant au bureau. À cet instant, ce auvent métallique écaillé lui sembla être le seul endroit où elle pouvait au moins s'asseoir et ne pas rester sous l'averse directe. Parvenue à l'arrêt, elle s'assit sur le banc froid, serra son sac contre elle en essayant de se réchauffer, mais le froid venait de l'intérieur, de quelque part au fond de sa poitrine, où brûlait et serrait à la fois la douleur et le vide. Le vent chassait sous l'abri des jets de pluie obliques. Derrière elle, dans l'obscurité, l'autoroute grondait, et devant ses yeux revenait sans cesse la scène de la chambre, le gâteau au chocolat sur le sol et le visage de Mathias, où il n'y avait ni honte ni regret. Seulement de l'irritation et une sorte de soulagement, comme s'il s'était enfin débarrassé d'un lourd fardeau. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée ainsi,
recroquevillé, le front appuyé sur ses genoux. 1 heure, ou presque jusqu'à l'aube, le temps perd sa forme dans ces moments-là. Ce n'est qu'au petit matin, lorsque la pluie se transforma en fine bruine et que le ciel s'éclaircit légèrement, qu'une pensée commença à émerger, non plus sur la façon dont il avait pu agir ainsi, mais sur le côté purement pratique. Que faire maintenant? Où trouver un peu d'argent pour tenir ne serait-ce qu'une journée? Comment payer le transport, la nourriture, le strict nécessaire? Elle fouilla machinalement dans son sac, espérant y trouver au moins quelques pièces pour le trajet. Et parmi des papiers froissés, de vieux reçus et un carnet, ses doigts rencontrèrent une petite couverture cartonnée rigide, douloureusement familière. Vert clair, aux bords usés. Valérie se figea, puis la sortit avec précaution, et vit un ancien livret d'épargne, celui-là même que son père lui avait glissé des années plus tôt, lorsqu'elle s'apprêtait à se marier. À l'époque, ils étaient assis dans la cuisine de leur vieil appartement. Son père, silencieux et calme, tournait ce livret entre ses mains et répétait que ce n'était pas une richesse, juste une petite réserve pour le jour le plus sombre, afin qu'elle ait toujours au moins quelque chose à elle. Et il lui demandait de ne pas toucher à cet argent sans nécessité absolue. Elle avait alors ri, disant qu'avec Mathias tout irait bien, que les jours noirs ne les menaçaient pas. Mais elle avait quand même rangé le livret comme il le lui avait demandé, presque sans y jeter un œil. Parfois, elle s'en souvenait, puis l'oubliait. La vie l'emportait, le travail, les appels d'offres, les crédits, l'entreprise. À présent, assise sur ce banc froid, dans ses vêtements mouillés, elle entendit soudain clairement sa voix, comme s'il était assis à côté d'elle, ce ton calme et ferme où se mêlaient la sollicitude et une certitude insistante. Et la douleur dans sa poitrine fut si vive qu'elle eut peine à retenir un gémissement. Son père était mort quelques années auparavant. Les funérailles, les démarches, la paperasse, la clôture de certains de ses comptes. Mais ce livret, elle ne l'avait jamais apporté à la banque, repoussant toujours le moment. Elle se disait que tant qu'elle n'y touchait pas, le jour noir n'avait pas encore commencé. Mais si ce n'est pas maintenant, alors quand? Pensa Valérie, en serrant le livret dans ses doigts engourdis. Elle leva la tête et vit que les premiers bus du matin commençaient déjà à circuler, que, quelque part au loin, des fenêtres s'allumaient dans les maisons individuelles. Un nouveau jour commençait, dans lequel elle n'avait ni maison, ni mari, ni entreprise. Mais elle avait ce petit rectangle vert, le dernier fil qui la reliait à son père. Elle fouilla dans les poches de son sac et de son manteau, rassembla quelques pièces, juste assez pour un bus jusqu'au métro le plus proche. Et lorsque le bus en direction de la ville arriva, elle se leva, monta à bord, déposa ses dernières pièces dans la boîte et partit vers le centre, serrant contre elle son sac et le livret, comme si tout son monde s'y trouvait désormais. Le trajet jusqu'à Bruxelles lui parut étrangement court. Ses pensées sautaient de la scène de la chambre à la cuisine de son enfance, de cette nuit à cette conversation lointaine avec son père, de la voix de Mathias à celle de son père, qui élevait rarement le ton, mais parlait toujours de façon à laisser une empreinte durable. Elle se surprit à sentir qu'en elle, à la place de la douleur sourde, montait peu à peu une sorte d'obstination. Il lui devint soudain important, au moins une fois dans sa vie, de ne pas s'appuyer sur les promesses de Mathias ni sur leurs projets communs, mais sur ce que son père lui avait laissé. La banque où elle arriva n'était plus cette agence chaleureuse au guichet qu'elle se rappelait d'autrefois quand elle s'y rendait avec son père. C'était désormais un grand bâtiment froid, au plafond élevé, avec des portiques métalliques à l'entrée, des caméras et un long comptoir d'opérateurs derrière lequel avançait une file d'attente. Chacun se pressait pour ses propres affaires, crédits, placements, réclamations. Personne ne prêtait attention à la femme trempée au regard éteint et au vieux livret d'épargne dans les mains. Elle se plaça en fin de file, rangea le livret dans son sac et sortit son passeport pour ne pas avoir à le chercher ensuite. Les gens devant elle discutaient. Certains se plaignaient des taux, d'autres parlaient de vacances. Et soudain, elle ressentit un étrange apaisement à l'idée que chacun avait sa propre vie, ses propres soucis, et que sa catastrophe personnelle n'intéressait personne. Le monde ne s'était pas effondré. La ville continuait de vivre sa vie bruxelloise habituelle, légèrement nerveuse. Lorsque son tour arriva,
Elle s'approcha de la vitre derrière laquelle se trouvait un jeune homme en chemise d'uniforme avec un badge. Elle le salua, lui tendit le livret et, sentant sa voix trembler traîtreusement, demanda s'il était possible de retirer de l'argent de ce compte. Elle précisa que le livret était ancien, qu'elle ne se souvenait pas vraiment du montant, mais qu'elle avait besoin de toute somme disponible. Le jeune homme prit le livret, le feuilleta rapidement, puis leva les sourcils avec surprise, passa son regard de la couverture verte à Valérie, puis de nouveau au livret, demanda son passeport, tapa quelque chose sur l'ordinateur, et son expression changea légèrement. L'indifférence fatiguée habituelle disparut, laissant place à une attention concentrée. Il lui demanda de patienter un instant, se leva de son poste en emportant son passeport et le livret. Un froid glacial envahit Valérie. Une vieille angoisse familière se mit à remuer dans son ventre. Les scénarios les plus sombres surgirent aussitôt dans son esprit. Que le compte soit fermé depuis longtemps, ou qu'on lui annonce que l'argent avait disparu, ou avait été saisi pour des dettes de son père. Elle resta devant le guichet, serrant la poignée de son sac jusqu'à en blanchir les jointures, et tenta de respirer plus calmement. Les minutes s'étiraient douloureusement. Les personnes derrière elle s'impatientaient, quelqu'un toussautait déjà avec irritation. Et pour ne pas entendre, elle ferma les yeux, se rappela son père, la façon dont il signait lentement et soigneusement des documents, comment il répétait que l'argent ne devait être ni un dieu ni un jouet, mais simplement un outil qu'il fallait savoir utiliser, et qu'il voulait qu'elle ait toujours la possibilité de se relever, même si la vie frappait soudainement et durement. Enfin, le jeune employé revint, mais au lieu de rejoindre son guichet, il s'approcha d'elle de l'autre côté du comptoir. Il se pencha légèrement et, avec une politesse presque respectueuse, lui demanda de bien vouloir le suivre dans un bureau séparé, auprès du directeur de l'agence. Il expliqua que son dépôt présentait des particularités qu'il n'était pas autorisé à évoquer dans la salle principale, et ajouta que son passeport et ses documents lui seraient rendus là-bas. Valérie hocha machinalement la tête, sentant ses jambes fléchir, et le suivit dans un couloir aux murs recouverts de panneaux imitation bois, où flottait une légère odeur de café et de papier. Son cœur battait dans ses tempes. Il lui semblait que si on lui annonçait qu'il n'y avait rien, elle s'effondrerait sans doute ici même, sur le sol. Mais une petite voix intérieure, très faible mais obstinée, semblable à celle de son père, lui murmurait qu'il était trop tôt pour tomber, qu'il fallait d'abord écouter jusqu'au bout. On la conduisit dans un petit bureau lumineux, où, près de la fenêtre, se trouvait un bureau couvert de dossiers soigneusement empilés. Derrière celui-ci, se leva un homme d'environ 45 ans, en costume strict, aux cheveux courts et au regard attentif. Il la salua, l'invita à s'asseoir et se présenta comme le directeur de l'agence. Sur le bureau devant lui se trouvait déjà son passeport, le livret d'épargne et un dossier mince mais passablement usé. Il la regarda par-dessus les verres de ses lunettes, adoucit légèrement son regard et dit qu'il comprenait que tout cela soit inattendu pour elle, mais qu'il devait poser quelques questions de clarification avant de pouvoir expliquer ce qu'il en était de son dépôt. Il lui demanda si le nom de jeune fille figurant sur son passeport était exact, si elle l'avait changé après son mariage, et si elle confirmait être la fille de la personne dont le nom apparaissait dans les anciens documents liés à ce compte. Valérie, sentant sa bouche s'assécher, confirma que oui, c'était bien son nom de jeune fille, que son père avait effectivement ouvert autrefois un placement à son nom, et elle cita son identité complète. Alors le directeur hocha lentement la tête, tapota le dossier du bout de son stylo et prononça une phrase qui lui coupa le souffle, tout en réchauffant étrangement quelque chose au fond d'elle. Ce placement n'était pas un simple compte d'épargne, mais faisait partie d'une structure bien plus complexe que son père avait commencé à bâtir de nombreuses années auparavant. Et à ce jour, une somme figurait à son nom, dont elle n'avait très probablement même pas conscience. Au début, elle ne comprit pas vraiment ce qu'il venait de dire. Le mot « structure » sonna de manière sèche et administrative, comme s'il s'agissait d'un produit bancaire standard. Mais le directeur, devinant sa confusion, tourna vers elle le dossier mince, lui montra d'anciennes impressions et expliqua calmement, presque humainement, sans la rigidité bancaire habituelle, que son père avait d'abord ouvert un dépôt ordinaire, puis l'avait alimenté à plusieurs reprises, avant de revenir environ 2 ans avant sa mort,
pour transférer l'ensemble des fonds vers un produit plus élaboré. Il avait signé un contrat de gestion fiduciaire, fixé certaines conditions et précisé que seule sa fille pourrait disposer de ce compte à la survenue d'un certain nombre de circonstances. Et aujourd'hui, selon les documents, ces circonstances étaient réunies, puisque le père était décédé et qu'elle présentait enfin ce fameux livret. Il parlait à voix basse, posément, mais chaque mot s'enfonçait dans l'esprit de Valérie comme un coup de marteau. Elle l'écoutait égrener des dates, des codes internes, mentionner des comptables ayant signé des ordres, citer le nom de son père, puis le sien, désigner une signature au bas d'un document en confirmant que tout cela était parfaitement conforme. Et en elle, le froid et la chaleur alternaient sans cesse. Finalement, il soupira, prit son stylo, griffonna de grands chiffres sur une feuille et la tourna vers elle, disant d'un ton très simple que, si l'on additionnait tous les versements, les intérêts et les investissements, la somme inscrite à son nom s'élevait aujourd'hui à un peu plus de 500 000 €. Il précisa que cela ne concernait que les liquidités disponibles sur le compte, sans tenir compte de certains autres actifs dont il parlerait plus tard. Valérie cligna des yeux, fixant les chiffres comme s'il s'agissait du numéro de téléphone de quelqu'un d'autre. Son esprit refusa d'accepter immédiatement cette réalité. 500 000 €. Le matin même, elle n'avait pas un euro et pas de toit au-dessus de la tête. Et voilà qu'une personne sérieuse, dans un cadre officiel, affirmait calmement qu'elle disposait d'une somme dont elle et Mathias n'avaient fait que rêver à l'époque où ils survivaient à coups de nouilles instantanées dans un petit appartement loué. Elle eut un rire rauque, involontaire, qui se brisa aussitôt contre la boule montée dans sa gorge, et elle murmura seulement qu'il devait y avoir une erreur, que son père ne pouvait pas lui avoir laissé une telle somme, qu'il avait vécu modestement, occupé un poste ordinaire et n'avait jamais étalé de richesse. Le directeur hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réaction. Il dit que lui aussi avait trouvé cela étrange au départ, lorsque, avec les juristes de la banque, ils avaient étudié ce dossier après le décès de son père, mais que les chiffres restaient des chiffres. Il expliqua que le père de Valérie, Anton Durand, avait pendant de nombreuses années, en plus de son travail principal, réalisé des investissements discrets, achetant des obligations, de petits lots d'actions, plaçant de l'argent dans divers projets. De faibles montants, de manière irrégulière, mais avec constance, précision et patience. Certains de ces investissements avaient porté leurs fruits, certaines entreprises avaient grandi, changé de propriétaire, versé des dividendes, connu des restructurations. Et tout cela, comme une accumulation silencieuse, s'était amassé au fil des années sur ces mêmes comptes qu'il avait ouverts non pas à son nom, mais à celui de sa fille. Lui-même continuait à vivre comme un homme ordinaire, afin de ne susciter aucune question inutile. Il esquissa même un sourire en coin, en ajoutant que ce genre de clients était rare, mais existaient des personnes de l'ancienne école qui n'aiment pas faire de bruit et ne recherchent pas le luxe ostentatoire. Son père en faisait partie, discipliné, peu bavard. Il venait à la banque avec une liste précise d'instructions, lisait toujours attentivement les documents et, en signant chaque nouveau contrat, répétait invariablement que cet argent n'était pas pour lui, mais pour sa fille, et que si un jour elle se retrouvait vraiment au plus mal, la banque devrait agir honnêtement et respecter sa volonté. En écoutant cela, Valérie vit soudain très clairement son père, non plus comme une silhouette floue du passé, mais tel qu'il était réellement, assis à la table de la cuisine, avec un cahier à carreaux et un stylo, notant scrupuleusement chaque euro, la regardant avec une sévérité douce lorsqu'elle balayait les conversations sur l'argent en affirmant que tout allait bien pour elle. Et elle se rappela cette phrase qu'il avait prononcée un jour, après son mariage, et qu'elle n'avait pas prise au sérieux. « Tu fais trop confiance aux gens, surtout à ceux que tu aimes. Mais l'argent ne connaît pas l'amour, il ne connaît que des règles. » Le directeur interrompit ce retour involontaire dans ses souvenirs, toussa dans son poing et ajouta que ce n'était pas tout. En plus de ses fonds, Anton Durand lui avait laissé un coffre individuel dans le dépôt de la banque, dont l'accès était lié au même contrat. Il sortit du dossier une carte plastique et une petite clé métallique numérotée, les lui montra et expliqua que, selon les instructions de son père, si Valérie se présentait personnellement à l'agence avec ce livret et son passeport,
La banque était tenue de lui remettre le contenu du coffre et de débloquer simultanément la somme prévue sur le compte. Le reste des biens, selon le contrat, continuait à être géré, mais ces détails relevaient désormais des juristes d'entreprise, pas du guichet ordinaire. Elle prit la clé machinalement. Ses doigts tremblèrent. Le métal lui sembla étonnamment chaud, comme s'il avait été tenu récemment, et non des années plus tôt. Voyant combien elle peinait à se maîtriser, le directeur lui proposa doucement de reprendre d'abord son souffle, de boire un verre d'eau, puis de descendre avec un employé au dépôt. Là-bas, elle pourrait ouvrir le coffre en toute tranquillité, prendre connaissance de son contenu, et seulement ensuite, il reprendrait la discussion sur les étapes suivantes. Car, selon les documents, un certain plan de son père était clairement prévu, et il était important pour la banque de l'exécuter correctement. Quelques minutes plus tard, après avoir bu quelques gorgées d'eau froide et s'être lavé le visage dans le petit sanitaire près du bureau, Valérie avançait dans un couloir étroit derrière le jeune employé qui portait la carte plastique et un registre. La descente vers le dépôt ressemblait à celle des vieux films, des escaliers en béton menant vers le bas, où l'air sentait l'humidité, le métal et quelque chose d'indéfinissable, rappelant que l'on n'y conservait pas seulement de l'argent, mais aussi des secrets. Une lourde porte métallique claqua sourdement à côté d'eux, on les laissa entrer, on lui demanda de signer le registre, on vérifia les données du passeport, on passa la carte devant un lecteur, on tourna la clé dans une serrure massive fixée au mur. Ce n'est qu'ensuite, au fond de la pièce, devant une rangée de petites portes métalliques identiques, que l'employé s'arrêta, repéra le numéro voulu et le désigna d'un signe de tête à Valérie. Il expliqua que, selon les règles internes, seule la cliente pouvait être présente lors de l'ouverture du coffre. L'assistant se retira poliment vers une table près de l'entrée, se tourna de dos, la laissant seule face à ce rectangle de métal. Un silence dense s'installa, seulement troublé par le léger bourdonnement de la ventilation. Valérie inspira profondément, inséra la clé dans la serrure, tourna, sentit la résistance du mécanisme, puis un léger déclic. Le coffre céda, un tiroir rectangulaire lourd glissa sur ses rails, et elle le posa avec précaution sur une petite table voisine. À l'intérieur, il n'y avait ni or ni liasse de billets, comme quelqu'un aurait pu l'imaginer, mais une épaisse chemise brune solidement maintenue par un élastique. Sur le dessus, une écriture soignée indiquait son nom et son nom de jeune fille. À côté se trouvait une enveloppe sans timbre ni adresse, mais portant la même écriture familière de son père, avec ces mots simples, en lettres capitales, « À ouvrir quand tout ira vraiment mal ». Ces mots lui piquèrent les yeux. Valérie s'assit sur la chaise contre le mur, posa l'enveloppe sur ses genoux. Pendant un moment, elle la regarda simplement, comme si elle espérait que les lettres expliqueraient d'elles-mêmes tout ce qui s'était accumulé au fil des années. Puis, de doigts tremblants, elle déchira le papier et en sortit plusieurs feuilles épaisses, couvertes d'une écriture lente et régulière, celle-là même avec laquelle son père écrivait autrefois dans son carnet scolaire, dispensé de sport pour raisons médicales. Les premières lignes étaient simples et directes, à son image. Il écrivait que si elle tenait cette lettre entre ses mains, cela signifiait que le fameux jour noir dont il avait parlé autrefois dans la cuisine était réellement arrivé, qu'il regrettait profondément de ne pas pouvoir être à ses côtés pour la prendre dans ses bras et lui dire que tout passerait, mais qu'il connaissait trop bien les gens et la vie pour se fier uniquement aux étreintes. C'est pourquoi il avait tenté de se préparer et de lui laisser non pas des paroles de réconfort, mais des outils grâce auxquels elle pourrait se tendre la main à elle-même. Il écrivait qu'il avait toujours observé la manière dont elle vivait, ce dans quoi elle s'investissait, la confiance qu'elle plaçait en son mari et en leurs projets communs. Et même s'il ne s'était jamais immiscé dans son mariage avec des conseils, une inquiétude avait grandi en lui. Surtout après avoir mieux connu Mathias, vu son regard sur l'argent, sur les personnes prospères, sur les biens d'autrui. Il avait fait de son mieux pour ne pas lui imposer ses craintes, mais il était convaincu que si un malheur survenait un jour, il ne serait dû ni au hasard ni au destin, mais au choix des personnes qui l'entouraient. Et pour cette éventualité, en tant que père, il portait aussi une part de responsabilité, pour n'avoir pas su la convaincre d'être plus prudente. Puis la lettre cessait d'être une simple confession.
Peu à peu, un plan mûri de son vivant apparaissait. Il reconnaissait que le dépôt dont elle avait connaissance n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le travail principal s'était fait pendant des années dans l'ombre. Il décrivait pas à pas comment il était entré à partir de rien dans le capital d'une petite entreprise de logistique alors sans valeur, comment il l'avait aidé à traverser plusieurs crises, comment, au bon moment, il avait racheté les parts de partenaires épuisés, puis, dissimulant son nom derrière des couches de structures juridiques, avait transformé cette société en une grande entreprise appelée Étoile Logistique, spécialisée dans le transport et le stockage de marchandises pour différents producteurs. Il avouait ne pas l'avoir fait par caprice, mais parce qu'il comprenait combien la dépendance des petits producteurs envers les grandes chaînes et les intermédiaires était dangereuse. Il voyait comment on brisait des personnes et des entreprises lorsqu'elles se retrouvaient liées à un seul maillon de la chaîne d'approvisionnement. Il avait donc décidé que, s'il devait créer quelque chose d'important, cela devait servir ceux qu'il considérait comme les siens. Et la seule personne qu'il considérait comme telle, c'était elle, sa fille, même si elle-même ne l'avait jamais su. Dans la chemise posée à côté de la lettre étaient rassemblés tous les documents justificatifs, contrats, schémas de détention, rapports, copies de statuts certifiés par des notaires. Et dans chacun d'eux, parfois très en profondeur mais toujours de manière constante, figurait son nom en tant que bénéficiaire final, celui à qui tout cela devait un jour revenir. Le plus important se trouvait cependant dans le paragraphe suivant. Son père écrivait que, quelques années plus tôt, lorsqu'il avait compris à quel point elle s'était investie avec Mathias dans les projets communs, il avait délibérément organisé le fonctionnement de Étoile Logistique de manière à ce que l'entreprise de Valérie bénéficie des conditions les plus avantageuses grâce auxquelles elle pouvait tenir face à la concurrence, remporter des appels d'offres et se développer. Et Mathias, malgré toute son assurance, ne se doutait même pas que la majeure partie de sa réussite, il la devait à la main invisible de son vieux beau-père. Car les contrats étaient conclus par une chaîne d'intermédiaires et nulle part n'apparaissait directement ni le nom de Valérie, ni le patronyme de son père. Et là, à côté de cette explication, avec une clarté froide, sans la moindre émotion superflue, il lui livrait la vérité la plus lourde et en même temps la plus salvatrice. Il savait que Mathias avait la main légère avec l'argent des autres, savait qu'il aimait la belle vie plus que le travail honnête, et c'est pourquoi il avait, dès le départ, intégré dans les contrats avec Étoile Logistique des conditions strictes selon lesquelles, en cas d'abus de la part du client, c'est-à-dire de la société Projets Unifiés, et de non-remboursement des dettes, le fournisseur avait le droit soit de rompre toute relation avec exigence immédiate de règlement, soit, avec l'accord du propriétaire final, d'accepter en paiement des dettes les actifs et les parts de l'entreprise cliente, en se l'appropriant de fait. Et ce propriétaire final, dont l'accord est désormais requis, c'est elle, Valérie. À la lecture de ces lignes, elle resta figée, comme si quelqu'un l'avait frappée à la tête. Une tempête se leva dans sa poitrine, au point qu'elle eut du mal à respirer pendant un instant. Il s'avérait que son père, cet homme silencieux et modeste que beaucoup avaient considéré de son vivant comme un simple travailleur, avait tissé autour d'elle un réseau de protection invisible, où chaque nœud était pensé dans les moindres détails. Et c'était précisément ce réseau qui lui permettait aujourd'hui non seulement de survivre à la trahison, mais de se relever d'une manière que Mathias et Larissa n'auraient même pas pu imaginer. À la toute fin de la lettre, il écrivait qu'il ne lui demandait pas de se venger, parce que la vengeance, lorsqu'on vit avec elle, brûle de l'intérieur. Il lui demandait seulement de ne plus être cette jeune femme trop confiante qui signe tout ce qu'on lui glisse sous la main, et de ne plus laisser personne décider de sa valeur. Tous les outils nécessaires, soulignait-il, étaient désormais entre ses mains. Valérie relut la lettre encore une fois, lentement, ligne après ligne, comme si chaque paragraphe n'était pas seulement du texte, mais une attention figée, étirée à travers les années. Et plus elle avançait, plus elle comprenait clairement que son père, que beaucoup prenaient pour un vieil homme discret, ne lui avait pas préparé un coussin moelleux, mais une échelle pour sortir du trou le plus profond, si jamais elle y tombait. Et à cet instant précis, tremblante après la nuit qu'elle venait de vivre, assise dans le dépôt froid, elle comprenait avec une clarté douloureuse
C'est exactement dans un tel trou qu'elle se trouvait. Elle remit soigneusement les feuilles dans l'enveloppe, la plaça avec la chemise, se leva et appela l'employé. Celui-ci s'approcha sans poser de questions inutiles, l'aida à remettre le coffre dans sa niche. Ils accomplirent toutes les formalités, signèrent le registre, et quelques minutes plus tard, Valérie se retrouvait de nouveau dans le bureau du directeur, posant devant elle l'enveloppe contenant la lettre et la chemise brune. Elle sentait qu'en elle, quelque chose se mettait lentement en mouvement, qu'à la place du désespoir poisseux montait un autre sentiment, plus lourd, mais plus solide, une forme de détermination silencieuse. Le directeur la regarda attentivement, demanda si elle avait pu prendre connaissance du contenu, et s'adoucit imperceptiblement lorsqu'elle se contenta d'acquiescer, ne faisant pas confiance à sa voix. Il tourna alors l'écran vers lui, fit défiler quelques pages et commença à expliquer, de son ton calme et professionnel, des choses qui lui semblaient presque relever d'une autre langue. Selon les documents de gestion fiduciaire, elle est la propriétaire finale d'un important paquet de parts dans Étoile Logistique et contrôle de fait cette société à travers une chaîne de personnes morales. Et Projets Unifiés en sont depuis plusieurs années le plus gros client, mais aussi le débiteur le plus problématique. Il lui montra une impression avec un tableau où, en quelques lignes, figuraient les montants des dettes, les calendriers de retard de paiement, des codes internes de contrat, puis expliqua de manière plus simple, plus humaine. Grâce aux conditions avantageuses que son père avait expressément obtenues pour l'entreprise de Valérie, Projets Unifiés avaient pu se dépasser, remporter des appels d'offres, agrandir leur effectif, acheter une maison et des voitures. Mais ces 2 dernières années, surtout après la mort d'Anton Durand, des mouvements étranges avaient recommencé. L'argent disparaissait on ne savait où, la discipline de paiement s'était effondrée, les délais étaient constamment repoussés. Et sans le statut particulier de ce client, la société de logistique aurait depuis longtemps coupé les livraisons. Valérie écoutait, et à chaque phrase, le puzzle dans sa tête s'assemblait en une image dure et cohérente. Tandis qu'elle portait le travail à bout de bras et croyait bâtir une entreprise commune avec Mathias, quelqu'un d'autre, devenu depuis longtemps étranger, disposait des fruits de son labeur sans même se donner la peine de payer à temps ceux qui rendaient tout cela possible. Et sans son père, Mathias aurait depuis longtemps noyé l'entreprise sous les crédits et les dettes, sans sourciller, la laissant elle-même au bord du gouffre. Le directeur sortit une feuille de la chemise, la lui tendit et précisa qu'il s'agissait d'un extrait du contrat entre Étoile Logistique et Projets Unifiés. Il y était clairement stipulé que, en cas de violation systématique des délais de paiement, de détournement de fonds et d'abus, le fournisseur était en droit d'exiger soit le remboursement immédiat de l'intégralité de la dette, soit, avec l'accord du propriétaire final, d'accepter en paiement des parts et des actifs du client, devenant ainsi de facto son propriétaire. Et ce propriétaire final, désormais, c'était elle, car depuis la mort de son père, c'était Valérie qui signait ce type de décision. Elle resta longtemps à fixer ce paragraphe, faisant lentement glisser son doigt le long des lignes, puis leva les yeux et demanda si elle avait du temps pour comprendre. La veille encore, elle n'était qu'une épouse chassée de chez elle sous la pluie nocturne, et aujourd'hui, on lui disait qu'elle pouvait, par une seule décision, infléchir le destin d'une grande entreprise où travaillaient des personnes ayant leur famille, leurs crédits, leurs obligations. Elle ne voulait pas devenir en un jour aussi impitoyable que Mathias. Le directeur répondit qu'il y avait du temps, mais qu'il ne fallait pas trop tarder, car la situation des dettes inquiétait depuis longtemps les juristes et le directeur opérationnel de Étoile Logistique, un certain Denis. Celui-ci signalait depuis des mois que Projets Unifiés adoptait un comportement risqué, mais par respect pour la volonté d'Anton Durand, aucune mesure extrême n'avait été prise avant son apparition. À présent qu'elle s'était présentée et avait fait valoir ses droits, la banque, en tant que gestionnaire fiduciaire, devait respecter non seulement la lettre, mais aussi l'esprit de ses dispositions, et lui transmettre les dossiers de manière à ce qu'elle puisse prendre une décision éclairée. Il sortit de la chemise brune un autre dossier, plus mince, et lui montra les premières pages. On y trouvait les coordonnées des juristes avec lesquels son père travaillait. En tête,
figurait un certain Damien, avocat en droit des sociétés, avec son numéro de portable et l'adresse de son cabinet. Plus bas, les coordonnées de Denis, directeur des opérations de Étoile Logistique, et une annotation soignée de la main de son père en marge. Si la situation devient vraiment critique, commence par ces deux-là. Ils savent comment fonctionne toute la structure. Valérie inspira profondément et se rendit compte que, dans sa tête, ce n'étaient plus des pensées confuses de trahison qui tourbillonnaient, mais des étapes concrètes qui se mettaient en place. De l'argent pour commencer, un toit, des juristes, des conversations avec ceux qui avaient travaillé aux côtés de son père, et seulement ensuite une décision sur ce qu'il fallait faire de projets unifiés et des personnes qui y travaillaient. Elle demanda l'ouverture à son nom d'un compte courant ordinaire et le transfert d'une partie des fonds depuis ce placement, en laissant l'essentiel en gestion. Elle expliqua qu'elle avait besoin d'un peu d'argent pour se remettre sur pied, se loger, payer des avocats, et qu'elle n'avait pas l'intention de dilapider ce que son père lui avait laissé. Le directeur la regarda attentivement, et, à cet instant précis, sembla cesser de voir en elle une femme perdue dans des vêtements mouillés pour percevoir une personne consciente de la valeur de l'argent. Il accepta, donna des instructions à ses collaborateurs, et bientôt on apporta à Valérie plusieurs documents à signer. Elle signa soigneusement là où on le lui indiquait, lisant chaque ligne sans plus se permettre de parapher machinalement. Et elle nota intérieurement que c'était sans doute la première fois depuis de nombreuses années qu'elle contrôlait pleinement ce sous quoi elle apposait son nom. Un peu plus tard, on lui remit une enveloppe contenant une nouvelle carte bancaire, des coordonnées provisoires et une petite somme en espèces, suffisante pour vivre quelques semaines dans un endroit correct et couvrir les premiers frais juridiques. Et lorsqu'elle sortit de la banque, la lumière du matin lui sembla différente. L'air était encore humide après la pluie nocturne, les voitures faisaient du bruit, les gens se hâtaient, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait la sensation que sous ses pieds, il n'y avait pas le vide, mais un chemin étroit, certes, mais solide. Elle ne retourna pas vers les lieux familiers, n'appela ni ses amis ni ses collègues, ne chercha pas à régler des comptes et ne partit pas à la recherche d'un couchage provisoire en périphérie. À la place, Valérie se rendit dans le centre, trouva un petit hôtel soigné non loin de la Grand-Place. Rien de luxueux, des chambres claires et calmes, un petit déjeuner standard, le silence dans les couloirs. Et en s'enregistrant, pour la première fois depuis longtemps, elle ne donna que son propre nom, sans penser à un mari qui paierait ou à des dépenses communes. Dans la chambre, elle se glissa d'abord sous une douche brûlante et resta longtemps sous le jet puissant jusqu'à ce que sa peau rougisse et cesse de frissonner de froid. Elle lava de son corps l'odeur de la pluie nocturne, de la poussière, des parfums étrangers et de ce désespoir collant dont l'arrêt de bus était imprégné. Puis, elle passa un peignoir doux sur ses épaules, s'assit sur le lit, sortit la chemise de son père et en disposa le contenu en piles ordonnées. D'un côté, les contrats avec Étoile Logistique, de l'autre, les copies des statuts et des schémas de détention, séparément les documents concernant projets unifiés, que son père suivait également à travers des sources ouvertes, rapports officiels, décisions de justice, informations sur les garanties. Elle remarqua aussi des coupures de journaux, où apparaissaient des articles élogieux sur le jeune entrepreneur prometteur Mathias et sa belle épouse. Des photos où ils souriaient tous les deux devant le logo de Projet Unifié. Et au dos de l'une d'elles, de la main de son père, était écrit simplement « Qu'il se réjouisse, mais n'oublie pas qui construit les fondations ». Elle passa le doigt sur ces mots et ressentit non pas une joie mauvaise, mais un étrange mélange de douleur et de gratitude, car à présent ces fondations la soutenaient, elle, et non ceux qui posaient devant les caméras. En début de soirée, lorsque les lumières commencèrent à s'allumer à l'extérieur, elle composa, sans même se changer, le numéro figurant en tête de la liste de son père. À l'autre bout du fil répondit une voix masculine, assurée et calme. Et lorsqu'elle se présenta en donnant son nom de jeune fille, cela suffit pour que Damien se taise une seconde, puis dise d'un ton posé qu'il attendait cet appel depuis de nombreuses années, même s'il espérait ne jamais en avoir besoin. Il lui demanda où il lui serait le plus commode de se rencontrer et proposa de venir à l'hôtel afin de ne pas la faire courir d'un bureau à l'autre.
2 heures plus tard, il était assis en face d'elle à une petite table du café de l'hôtel, un homme d'âge mûr, à la barbe soigneusement taillée, vêtu d'un costume sobre mais coûteux, sans ostentation, mais avec cette concentration intérieure qui trahit immédiatement l'habitude de résoudre des problèmes complexes. Il écouta attentivement son récit succinct des derniers jours. Les coins de ses lèvres frémirent légèrement lorsqu'elle évoqua la nuit sous la pluie et raconta comment Mathias l'avait poussée dehors pieds nus, mais il ne l'interrompit pas. À un moment, il dit simplement, à voix basse, qu'Anton espérait bien sûr que les choses n'iraient pas jusque-là, mais qu'il avait tout de même prévu une sécurité supplémentaire. Puis il tourna son ordinateur portable vers elle, ouvrit un fichier préparé depuis longtemps mais régulièrement mis à jour, et elle découvrit en réalité une véritable feuille de route, élaborée conjointement avec son père. Que faire si Valérie se présentait à la banque? Que faire si elle donnait son accord pour des actions actives? Quelle démarche entreprendre dès les premiers jours afin d'éviter l'effondrement de projets unifiés tout en écartant ceux qui les pillaient? Il expliqua que Étoile Logistique avait le droit de réviser unilatéralement les conditions du contrat, d'émettre un acte de rapprochement officiel exigeant le règlement de toute la dette accumulée sur de nombreuses années dans un délai très court, et, en cas de non-exécution, de mettre en œuvre la compensation prévue sous la forme du transfert des parts de l'entreprise au profit du fournisseur. Dans ce plan, il était clairement indiqué que l'objectif de son père n'était pas de détruire la société, mais de la retirer des mains d'aventuriers et d'en confier la direction à une personne en qui il avait confiance, elle-même. Il était également précisé que les employés ordinaires, les ouvriers, les ingénieurs, les comptables qui faisaient honnêtement leur travail ne devaient pas souffrir. Les salaires devaient être maintenus, et toute l'opération de nettoyage devait se faire aux dépens de ceux qui détournaient les fonds en se cachant derrière le travail des autres. Le lendemain, Damien l'emmena dans les bureaux de Étoile Logistique, situés dans une zone industrielle en périphérie. Il n'y avait pas de réception en marbre ni de luminaire design comme chez Projets Unifiés, mais sur le parking se trouvaient des dizaines de camions, et l'air sentait le caoutchouc, le métal, le café, et cette odeur particulière propre au lieu où l'on travaille réellement. Ils furent accueillis par Denis, un homme grand, légèrement voûté, en chemise simple aux manches retroussées, qui dégageait non pas une importance de bureau, mais une implication constante dans le processus. Il serra la main de Valérie fermement, sans flatterie, dit qu'il avait souvent entendu parler d'elle par Anton Durand et par Damien, et qu'il attendait depuis longtemps l'arrivée de la véritable propriétaire, car il devenait de plus en plus difficile d'observer comment Projets Unifiés se gonflaient dans les rapports tout en accumulant des dettes de paiement. Ils passèrent dans une salle de réunion où un grand schéma des chaînes logistiques était accroché au mur, et où des impressions de tous les contrats avec la société de Valérie et Mathias étaient déjà disposées sur la table. Denis lui montra concrètement comment, ces dernières années, précisément grâce aux conditions souples de Étoile Logistique, leur entreprise avait survécu là où d'autres suffoquaient. Comment Mathias, au lieu d'assainir les règlements, avait commencé à profiter de cette souplesse, à détourner de l'argent par des montages douteux, à payer des services d'un cabinet de conseil qui, comme les juristes l'avaient découvert, était enregistré au nom de Larissa, à financer des voyages luxueux et la rénovation de la maison, tandis que la dette réelle envers le fournisseur grossissait comme une boule de neige. Et sans l'interdiction explicite d'Anton Durand de toucher au dossier avant l'arrivée de sa fille, Étoile Logistique aurait depuis longtemps mis fin à la coopération. En écoutant, Valérie sentait monter en elle une vague d'indignation, mais cette fois elle n'était plus impuissante comme dans la nuit devant la porte de leur maison. Désormais, chaque fait s'inscrivait dans une image d'ensemble, où, contrairement à la femme trempée et rejetée hors de sa vie, elle disposait de levier. Elle demanda à Damien jusqu'où leurs actions pouvaient aller sans entraîner d'innocents dans la chute. Il répondit calmement que c'était possible. La dette pouvait être réclamée à Mathias en tant que directeur et associé unique, et le transfert des parts pouvait être organisé de manière à contrôler le processus et à l'empêcher de dissimuler des actifs en une nuit. Pendant plusieurs heures, ils restèrent tous les trois penchés sur les documents, élaborant un nouveau schéma. D'abord, Étoile Logistique notifie officiellement à Projets Unifiés
la fin du régime préférentiel et exige le paiement de l'intégralité de la dette accumulée. Parallèlement, une notification est adressée directement à Mathias, l'informant qu'en cas de non-respect des exigences dans le délai fixé, le droit à compensation sera exercé avec transfert des parts et des actions. Des copies de ces documents sont préparées à l'avance pour une saisine du tribunal arbitral, afin que, s'il tente de contester ou de nier l'évidence, la procédure puisse être lancée immédiatement. Valérie écoutait attentivement, posait des questions, demandait que les termes juridiques lui soient expliqués simplement, afin de comprendre ce qui se passait et non de signer aveuglément. Peu à peu, elle se mit elle-même à participer à la discussion, proposant par exemple de préparer immédiatement une lettre interne aux employés de projets unifiés en cas de changement de propriétaire, expliquant clairement et calmement que l'entreprise ne fermait pas, que personne ne serait licencié, mais que des changements de gestion auraient lieu pour rétablir l'ordre et préserver les emplois. Damien acquiesça avec approbation, soulignant qu'elle avait une approche très juste, pensée non seulement à sanctionner les coupables, mais aussi à ceux qui travaillent aux machines et aux bureaux de comptabilité. Ainsi passèrent les jours suivants. Elle sembla disparaître de la surface de son ancienne vie, ne répondait pas aux appels de numéros inconnus, n'allait pas sur les réseaux sociaux, ne cherchait pas à savoir ce que disaient les employés ou les connaissances communes. Tout ce temps, elle alternait entre les réunions avec les juristes dans les bureaux de Étoile Logistique et les retours dans sa chambre d'hôtel, où elle relisait les documents jusque tard dans la nuit, prenait des notes en marge, apprenait à distinguer les nuances des formulations. Et chaque soir, il y avait en elle un peu moins de désarroi et un peu plus de calme intérieur. Ce calme propre à quelqu'un qui sait qu'il possède enfin non seulement des émotions, mais aussi un plan. Environ une semaine après la nuit où elle avait été poussée dehors, pieds nus sous la pluie, dans les bureaux de projets unifiés, on s'était déjà habitué à sa disparition soudaine. Les employés chuchotaient près de la fontaine à eau. Certains supposaient qu'elle était partie d'elle-même, épuisée par la charge, d'autres la plaignaient en silence, mais préféraient se taire, car Larissa, arborant de nouveaux bijoux et une garde-robe renouvelée, arpentait les couloirs avec des allures de maîtresse des lieux, et Mathias, les épaules redressées, se comportait comme s'il s'était débarrassé d'un fardeau encombrant. À toute question concernant Valérie, il répondait que c'était personnel et demandait de se concentrer sur le travail, surtout sur la préparation d'un nouveau grand appel d'offres. Le matin où tout devait changer commença calmement pour Valérie. Elle se réveilla dans sa chambre d'hôtel sans sursaut, contrairement à avant, lorsqu'elle ouvrait les yeux au son du réveil en passant mentalement en revue la liste des urgences. Elle resta un moment allongée, regardant le plafond, à l'écoute de ses sensations, et comprit que, malgré la lourdeur de la journée à venir, elle n'éprouvait plus cette peur animale qui l'avait tourmentée peu de temps auparavant. Elle se leva, s'habilla sans hâte, enfila un costume sombre et strict acheté avec Damien dans une boutique voisine, une blouse blanche, des chaussures soignées à talons modérés, attacha ses cheveux, observa son reflet et vit non plus la femme traquée et trempée devant un seuil étranger, mais une personne qui prenait enfin sa place. Elle rangea soigneusement dans une chemise tous les documents préparés, vérifia que son passeport, sa nouvelle carte bancaire et l'enveloppe contenant la lettre de son père se trouvaient bien dans son sac. Elle avait décidé de l'emporter non comme un document juridique, mais comme un soutien intérieur. Elle ferma la porte de sa chambre et sortit dans le couloir, sachant fermement qu'aujourd'hui, elle franchirait le seuil de projets unifiés, non plus comme une travailleuse invisible, encore moins comme une suppliante, mais comme une personne dont la décision déterminerait si cette entreprise continuerait d'exister et entre quelles mains elle se trouverait. Valérie arriva devant le bâtiment de Projets Unifiés un peu avant l'heure convenue. La voiture mise à disposition par Denis, issu du parc automobile de Étoile Logistique, s'arrêta devant la façade familière, celle par laquelle elle était entrée pendant tant d'années, le matin, avec une lourde chemise sous le bras. Aujourd'hui, elle tenait une autre chemise, plus fine en apparence, mais bien plus lourde par son contenu, car elle ne renfermait ni rapport ni projet de devis, mais des documents avec lesquels son père, sans élever la voix, bouleversait sa vie, même après sa mort. Elle sortit de la voiture, inspira l'air frais de Bruxelles,
regarda l'entrée vitrée où s'agitaient déjà les employés, certains pressés, d'autres arrêtés à la réception. Pendant une seconde, elle ressentit une légère pointe de nostalgie. C'est ici que, jusqu'à récemment, commençait chacune de ses journées, chacune de ses nuits passées à travailler tard. Mais ce sentiment fut rapidement remplacé par un calme clair et limpide. Elle ajusta le revers de sa veste, fit un signe de tête à Damien qui descendit à son tour, et ils se dirigèrent ensemble vers les portes. Un peu en retrait marchait Denis, non comme un garde du corps, mais comme quelqu'un venu pour une réunion professionnelle importante. À la réception, la jeune femme qui se souvenait encore de Valérie comme d'une dirigeante fut d'abord déconcertée, puis esquissa un sourire timide, la salua et tendit machinalement la main vers le téléphone pour prévenir la direction. Mais Damien, avec douceur et en même temps une assurance absolue, déclina son nom, se présenta comme avocat, ajouta qu'il venait au sujet du contrat avec Étoile Logistique, et demanda que Mathias et le chef comptable soient immédiatement conviés en salle de réunion, en se référant au courrier envoyé la veille, tant par voie électronique que par lettre recommandée. La jeune femme pâlit en consultant son écran. On voyait ses yeux s'accrocher aux lignes des messages entrants où figuraient les mots « notification officielle »,« fin du régime préférentiel » et « exigence de règlement de la dette ». Elle hocha silencieusement la tête, composa un numéro interne, dit quelques mots, puis, raccrochant, invita les visiteurs à patienter quelques minutes dans la grande salle de réunion bien connue de Valérie, celle où, peu de temps auparavant, s'était tenue la réunion après laquelle elle et Mathias avaient cru pour la première fois être sortis de la pauvreté. À l'intérieur, tout était aussi ordonné qu'avant. Une longue table, des fauteuils confortables, un écran au mur, des plantes artificielles dans les coins, sur le rebord de la fenêtre 2 tasses oubliées après la réunion matinale. Quelqu'un avait laissé un stylo et un carnet à proximité. La vie de l'entreprise suivait son cours, comme si personne n'avait été jeté sous la pluie devant une maison, comme s'il n'y avait jamais eu de trahison, ni de contrat signé à moitié endormi. Et c'est précisément cette impression de normalité qui lui donna de la force, car elle comprit clairement, ce qui avait été détruit, ce n'était pas le monde autour d'elle, mais son illusion. Et lorsque les illusions s'effondrent, cela ne signifie pas que l'on perd sa place dans ce monde. Avec Damien et Denis, elle s'assit du côté opposé de la table, de manière à voir la porte. Les chemises furent disposées devant eux en piles nettes. Damien sortit son carnet, posa son stylo avec un geste familier, activa l'enregistreur de son téléphone sans le dissimuler, car désormais tout devait être officiel et transparent. Denis déploya quelques impressions où les dettes de livraison étaient synthétisées dans des tableaux. Et Valérie posa à côté d'elle l'enveloppe contenant la lettre de son père, sans intention de la montrer à quiconque, mais en sentant qu'elle constituait son point d'appui intérieur. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit brusquement, comme si l'on avait voulu la défoncer. Mathias entra le premier, déjà vêtu d'un costume coûteux, rasé de près, avec cette expression confiante qui impressionnait toujours les partenaires. Derrière lui glissa Larissa, telle une ombre, dans une robe étroite et des talons hauts, coiffée d'une nouvelle mise en pli clairement pensée pour son rôle de maîtresse des lieux. Son regard tomba aussitôt sur Valérie, et, l'espace d'un instant, une surprise sincère y passa, aussitôt remplacée par le mépris habituel. En voyant son ex-femme assise à la table, Mathias s'immobilisa, comme s'il avait heurté un obstacle invisible, puis se ressaisit presque immédiatement, esquissa un sourire de travers, et lança quelque chose comme « Je ne m'attendais pas à te voir revenir sous cette forme. Je pensais que tu t'étais déjà trouvé un poste de gouvernante quelque part. » Valérie leva vers lui un regard calme et ne répondit par aucune pique, ne se laissa pas entraîner dans le ton habituel. Elle se contenta de dire qu'ils étaient là pour affaires, non pour des règlements familiaux, et qu'il ferait bien de s'asseoir, car la discussion serait ni courte ni superficielle. Dans sa voix, il n'y avait ni hystérie ni supplication. Elle sonnait comme celle de dirigeants habitués à mener des réunions. Mathias, sans même s'en rendre compte, se laissa tomber dans le fauteuil en face. Larissa s'assit à côté de lui, croisa ostensiblement les jambes et plia les bras sur sa poitrine.
Damien se présenta, précisa une nouvelle fois qu'il agissait en tant qu'avocat et représentant des intérêts du propriétaire final de Étoile Logistique. Denis indiqua sa fonction, énuméra ses responsabilités en matière d'exploitation, d'exécution des contrats et de règlement. Puis Damien sortit de sa chemise un document épais, composé de nombreuses pages, le posa sur la table entre eux et déclara que, la veille, une notification officielle avait été adressée à la société Projet Unifié concernant la fin du régime préférentiel de fourniture ainsi qu'une exigence de règlement de l'intégralité de la dette accumulée sur de longues années pour une période déterminée. Il annonça le montant, et le silence dans la salle de réunion devint presque palpable, car il ne s'agissait pas de quelques factures en retard, mais d'une dette mesurable en centaines de milliers d'euros. Mathias tenta d'écarter la chose d'un geste, affirma qu'il s'agissait d'une erreur, que leur comptabilité payait toujours honnêtement, qu'il y avait certes eu des retards, mais dans des limites acceptables, qu'il avait personnellement négocié des conditions flexibles avec les représentants de Étoile Logistique, et que l'entreprise n'avait pas l'intention de se laisser faire par un chantage fondé sur de tels chiffres. À ce moment-là, Denis tourna calmement l'une des impressions vers lui et lui montra, ligne par ligne, date par date, chaque retard, chaque paiement tardif, chaque diminution des montants réglés, alors que les volumes de livraison restaient inchangés. Il énuméra à voix haute tous les avertissements qui leur avaient été adressés par écrit et oralement,